Aude Perret, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre Les derniers jours de Drieux-La Rochelle aux éditions Grasset. Quelques mots simplement pour vous présenter. Vous avez déjà publié une biographie de Madame Pompidou et puis vous avez aussi publié une biographie de Madeleine Malraux, des personnages tout à fait extraordinaires et qui ont marqué ce XXe siècle. Et cette fois-ci, vous vous intéressez à un homme, à un écrivain, qui aussi a marqué le XXe siècle, peut-être pour d'autres raisons, qui est Drieux-La Rochelle. Alors je crois qu'il faudrait d'abord faire un petit rappel historique, parce que tout le monde n'a peut-être pas en mémoire l'itinéraire de Drieux-La Rochelle. Cet itinéraire, quel est-il ? Alors, Drieux-La Rochelle est aujourd'hui connu surtout pour le dernier Drieux, si j'ose dire, qu'il a été, c'est-à-dire le collaborateur pro-allemand, l'antisémite, en fait le fasciste, l'écrivain fasciste français. Il est aussi connu parce qu'il s'est suicidé. Il est le seul écrivain fasciste qui se soit suicidé. Il est donc un peu un personnage à part dans l'histoire de la littérature française, et je dirais même un fantôme embarrassant. Mais avant d'être cet écrivain fasciste et antisémite, compromis sous l'occupation, il a été un intellectuel des années 30, qui, au parcours particulièrement intéressant, oscillant, complexe, sinueux. Il a été l'ami d'Emmanuel Berle, de Paul Éluard, des dadaïstes, des surréalistes, de Malraux. Il a été d'abord européen, pacifiste. Il ne faut jamais oublier que Drieux-La Rochelle est un intranquille qui n'est jamais vraiment sorti des tranchées de Ah 14-18. oui, parce que c'était très important pour tous ceux Ah, qui se sont retrouvés dans les tranchées en 14-18. absolument, ça les a marqués physiquement et psychologiquement. Et Drieux, La Rochelle, va être faire partie de ces gens qui se sentent totalement décalés dans ce nouveau monde qui les attend et qui ne les attend pas tant que ça. Il estime que la République parlementaire, les hommes politiques, les hommes d'affaires, finalement, ont oublié ces 4 ans dans les tranchées, ces 4 ans de sacrifice euh, euh, que cette génération a consenti finalement à la nation, et il se sent rejeté par cette nation qu'il trouve bien décevante aussi. D'où vient-il et comment vient-il à la littérature? Alors, il a toujours voulu écrire. Il a commencé d'abord par des essais. C'est plutôt un polémiste au départ. Son premier livre qui fait un peu de bruit s'appelle Mesures de France, et il date de 1922. Et donc, c'est pour dénoncer la dénatalité française et la perte de vitesse de la France, et dire aussi que l'Europe est en train de vieillir entre l'Union soviétique et les États-Unis. Et donc, il parle, c'est tout de suite son cheval de bataille pendant toutes ces années, jusqu'aux années 32-33, c'est la crise de civilisation européenne. D'abord, C'est un Drieux, écrivain nationaliste, c'est ce il que est vous diriez? d'abord européen. Il n'est Européen? pas nationaliste. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle «L'Europe contre les patries». Oui, Belle réponse. belle réponse. Et quelles étaient ses origines sociales? Alors, il décrit ses origines sociales dans un roman familial qui s'appelle «Rêveuse bourgeoisie». Et il vient d'une famille typiquement française, de petits bourgeois, dont le grand-père de Pierre Drieux-La Rochelle, le grand-père maternel, est le premier à avoir, si j'ose dire, monté socialement. Il a été architecte, il a contribué à il est devenu, pardon, donc son premier, le grand-père maternel de Drieux-La Rochelle, a constitué un petit patrimoine. Il a réussi, il était architecte, et sa fille unique est la mère de Pierre Drieux-La Rochelle, et cette fille unique va épouser Emmanuel Drieux-La Rochelle, qui n'a rien à voir avec un nom, c'est un faux nom aristocratique, si j'ose dire. Le nom prête à confusion. En fait, il vient d'une petite famille de la provinciale qui n'a aucune attache aristocratique d'aucune sorte.
Et ce père de Drieux-La Rochelle va être un mythomane et va finir dans une faillite frauduleuse, lamentable et ruiner donc toute la famille. Ce qui a dû le blesser, j'imagine. Ce qui est une énorme blessure chez Drieux, qui a une tendance terrible à confondre les misères de sa vie aux misères de la France. Une chose, parce que évidemment, nous n'avons pas toujours tous en mémoire les livres qui ont été publiés par un auteur. Vous avez travaillé sur Drieux-La Rochelle et j'imagine tout relu. Oui. Que doit-on lire de Drieux-La Rochelle? Alors, Parce qu'il y a des pages antisémites chez Drieux-La Rochelle, il faut bien en parler. il faut en parler. Drieux-La Rochelle est un authentique écrivain, d'abord. Ses pages sont flamboyantes. Il a un style qui est noir, brillant, satirique. Mais il écrit des pages sublimes. Il a des saillies absolument magnifiques. Mais effectivement, c'est un écrivain qui est très vite décevant à cause de ses passages antisémites. Et puis, il a une tendance à coller un peu trop à son époque par moment. Et il est assez irrégulier comme écrivain. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelques pages magnifiques, totalement universelles, et qui traversent le temps, et qui sont gâchées par 3 pages après, qui collent tellement avec son époque, qui sont une dénonciation un peu facile et teintée, enfin d'ailleurs pas teintée, complètement antisémite, qui gâche l'ensemble. Ceci dit, les ouvrages comme La valise vide, la comédie de Charleroi, il y a quelques pages antisémites, mais peu. Feu follet Bien sûr. sont des livres extraordinaires. Et les derniers ouvrages, Récits secrets, qui est un petit livre qu'il a écrit justement au cours de sa cavale, dans ses 8 mois entre ses tentatives de suicide et son suicide réussi, est un texte magnifique. Alors dans ce livre, justement, vous vous intéressez au tout dernier mois de Drieux-La Rochelle. C'est un homme désemparé. Il est perdu. Il ne sait plus qui il est, ni où il en est. Il hésite. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de l'approcher au plus près, de tenir quasiment un agenda au jour le jour de sa vie de proscrit. C'est un proscrit. Et d'entrer dans sa réalité quotidienne. On veut lui faire la peau? On veut lui faire la peau. Les journaux citent son nom. Son nom figure dans les listes des écrivains bannis par la résistance. Et depuis des mois, il reçoit des menaces de mort et des cercueils. Il faut savoir que dès le 25 août 1944, Paris est libéré, l'épuration commence, les FFI procèdent immédiatement aux premières arrestations. Et c'est à ce moment-là que les femmes de Drieux, parce que c'est ça qui est étrange chez ce personnage, c'est que ce sont ces femmes qui vont qui vont le sauver, le cacher, le protéger, finalement malgré lui. Parce que son premier suicide est un suicide d'honneur. Il veut en finir dans la dignité, la solitude, en pleine maîtrise de lui-même. C'est sa manière à lui de fêter l'arrivée des Alliés, si j'ose dire. Et finalement, il se rate. Et il est sauvé par ces femmes. Et une ronde de femmes se relaie à son chevet, ce qui est absolument étonnant, le cache, lui trouve des cachettes successives. Ce sont d'ailleurs des femmes aussi, une amie américaine qui l'héberge, qui accepte de l'héberger chez elle à la campagne. Donc c'est toute une ronde de femmes qui se relaient autour de lui. Dont une compagne juive. Dont sa première femme juive. Voilà. Et c'est là où on retrouve la complexité de Drieux, son intérêt, le fait qu'il est vraiment un personnage à part, c'est qu'on retrouve finalement les amis des années 30 ne l'ont pas vraiment quitté. Et vous êtes à la fois historienne, haute terrain, et en même temps, vous êtes glissé dans la tête, si je puis dire, enfin, de Drieux-La Rochelle, et vous essayez de le psychanalyser de par le temps. Comment un homme comme lui, ou d'autres esprits comme le sien, mais enfin, disons, Drieux en particulier, ont-ils pu passer justement de ce socialisme, de ce pacifisme à une attitude tout d'abord à devenir proche de Maurras et à devenir ensuite proche des nazis et ensuite devenir antisémite? Il cherche un modèle qui, selon lui, redonnerait à la France sa grandeur millénaire et universelle. Il est, comme je vous disais, finalement un intranquille de son siècle qui n'est jamais vraiment sorti des trous
des tranchées de 14-18, hein. Il oscille en permanence. Il faut voir qu'il est, pendant un certain temps, il est l'ami d'Emmanuel Berl, avec qui il va fonder des journaux de gauche modérée. En 1934, il va sillonner, pardon, faire des reportages dans toute l'Europe. Et ces reportages, ces articles sont publiés dans le journal Marianne, journal publié chez Gallimard, qui est un journal de gauche modéré dirigé par Emmanuel Berl. Et dans ces articles, Drieux décrit son désarroi, son admiration pour le fascisme de l'Italie, qui à l'époque ne choque personne. Et finalement, c'est une oscillation et un basculement qui se fait vraiment en 1934, 1935 et vraiment en 1936, au moment où le PPF, le Parti populaire de France, qui a été dirigé par Doriot, un transfuge du Parti communiste, lui aussi, il ne faut pas l'oublier, Oui. l'ancien maire de Saint-Denis, devient le fasciste à la tête du Parti fasciste de France, donc qui est créé en 1936. À ce moment-là, Drieux bascule définitivement. Mais jusque-là, il oscille. Il faut aussi voir que Bertrand de Jouvenel, qui était aussi un radical, un ami aussi de Drieux, c'est ce Bertrand de Jouvenel qui lui présente Otto Abetz, futur ambassadeur en France, d'Allemagne, sous l'occupation. Ça n'explique pas pour lesquels on va devenir. C'est pas suffisant pour expliquer pour lesquels on va devenir antisémite. Alors, l'antisémitisme, je dirais que c'est peut-être encore autre chose. Je pense que dans ce qui séduisait Drieux dans l'Allemagne nazie, si j'ose dire, de 34-35, c'est l'ordre, c'est le rétablissement économique, c'est ces jeunesses terrorisantes et qui font froid dans le dos, mais qui se tenaient droit. Il avait une image de la France dont il dénonçait la France du pastis, la France du dimanche, la France des pêcheurs à la ligne. Et il voyait dans les nazis blonds une beauté esthétique et un ordre corseté qu'il aurait souhaité pour la France. L'antisémitisme, je pense que c'est encore un pan qui est parallèle, bien entendu, mais qui n'est pas forcément ce qui a le plus plu à Drieux-La Rochelle en 1936. Pourquoi ce livre, malgré tout, Aude-Terray? Parce que Drieux-La Rochelle fait partie de ces personnages sur lesquels il y a un parfum de soufre. Je me suis intéressée au fourvoyé, à celui qui s'est trompé. Vous voulez le sauver? Non, je ne veux pas le sauver, ni prendre sa défense. Par contre, je me suis interrogée. S'est-il posé la question pendant ces 8 mois? S'est-il posé ces fameuses questions, ces questions essentielles? L'erreur politique, la faute morale. Comment fait-on quand on est seul face à soi et à l'histoire? Comment juge-t-on le monde nouveau? Et ce qui est intéressant aussi chez Drieux, c'est que ce dernier Drieux, puisque je parle d'un Drieux à l'identité fluide, un Drieux qui s'est fourvoyé en 40-45, mais il faut savoir que Drieux en 45, qui admire-t-il? Il admire Staline. Il aurait pu, en fait, s'il ne s'était pas suicidé, il aurait pu croire en son avenir. Il aurait pu très bien se refaire une virginité politique comme bien d'autres écrivains qui se sont cachés. Et lui, son héros depuis 1944, c'est Staline, ça n'est plus Hitler. Merci beaucoup, Aude-Terray, pour ce livre qui mêle à la fois donc histoire, littérature, les derniers jours de Drieux-La Rochelle, un livre qui en même temps révèle une partie de ce qu'a été l'intelligentsia française au cours du premier demi-siècle, du XXe siècle, bien sûr, et qui permet peut-être d'approcher ce que les uns et les autres, hommes politiques ou hommes de lettres, ont pu penser, et peut-être comment on est arrivé à ces moments de grande tragédie, de grande catastrophe. Merci beaucoup, Aude-Terray. Je Merci. vous remercie.